est comme If you're watching a bird fly, you don't know where he'll go. And you'll see him so Et on dirait enfin qu'il y a du changement chez nos voisins du Sud, ce qui laisse penser que on va peut-être revenir dans les cinémas un jour. Mais en attendant, il y a plein de vues à voir. Bienvenue aux Voyeurs de vues. Je suis Yannick Belzile et je regarde des vues. Je suis Alex Rose et je regarde également des vues. Alex, probablement on commence un épisode, je te dirais, sous le signe de la controverse, car tu as posté une critique Oui. pour Code Montreal et quelqu'un t'a invectivé. Ouais. T'as lancé une pierre sur le groupe Ouais. Facebook du Code Montreal. Tu sais, il faut que je dise, là, mais faire un mea culpa en commençant, tu sais, que même si, tu sais, à l'échelle de Montréal, j'ai certainement quand même une visibilité de critique de cinéma, tu sais, qui est pas négligeable. Le monde m'envoie très rarement chier. Ça arrive très, très rarement. Puis, souvent, c'est comme... Tu sais, ça se passe dans les commentaires, mettons, du Facebook de Cult, fait que souvent, je vais même pas voir, tu sais, ça me passe du pied par-dessus la tête. Là, mon frère m'a montré qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai fait un review du film Friendsgiving, a.k.a. Dinner with Friends, parce que je crois qu'il pense que c'est pas assez vendeur de faire un film de Thanksgiving ailleurs qu'aux States. Qui est un pas très bon film, une comédie style Bridesmaids, là, avec une grosse distribution de stars de la comédie féminine, tout ça. Puis c'est pas full bon, puis là le review est sorti, puis là il y a un gars qui est arrivé puis il a dit écoute, tu devrais prendre les conseils de Helen Rochester qui était la critique de restaurant de la Gazette des années 70. Elle ne parlait pas de restaurant qui était mauvais, elle voulait juste dire qu'est-ce qui était bon. Puis là, ben premièrement, j'ai pas répondu à ce dude-là, mais tu sais, ce dude-là doit pas savoir que, en ce moment, je suis en train de lire la Gazette des années 70 à tous les jours et que Helen Rochester revient dans ma journée 10-12 fois dans chaque journée. Et je peux vous dire avec certitude qu'elle reviewait des restaurants qui n'étaient pas bons. Elle ne faisait pas juste des critiques positives. Puis, deuxièmement, tu sais, j'avoue que plus jeune, j'aimais vraiment plus ça, tu sais, blaster un film. Je trouvais ça très cathartique et le fun. Là, j'aime moins ça. T'sais, on dirait que le temps est plus précieux. Puis regarder un mauvais film, surtout un mauvais film comme plate, peut-être que c'est juste qu'avant, les mauvais films, c'était plus des affaires weird. Là, puis là, maintenant, un mauvais film, c'est juste, j'ai pas ri une seule fois, il y avait plein de jokes de dildo, puis Chelsea Peretti fait des jokes d'ayahuasca, puis quel est l'intérêt de regarder ce film? Mais tu sais, là, je trippe moins d'écrire des reviews, où ce que je fais complètement... parce que je descends complètement quelque chose. Mais, tu sais, de dire que je fais ça, que c'est comme malicieux, puis que je veux genre faire mal au monde, puis c'est un peu, tu sais, comme, je sais pas, là, je pense que, aussi, je trouve que le cinéma et les restaurants sont quand même tu sais, moi, je trouve, honnêtement, que des reviews de restaurants, c'est touché. J'aurais de la misère à faire ça, moi, éthiquement, tu sais, d'écrire dans le journal à tout le monde que une place que les gens ont mis de l'argent et dépendent de ça, c'est de la merde. Tu sais, de faire qu'il y a moins de monde qui vont manger là et que donc, peut-être que lui, il va faire faillite. Tandis que, tu sais, le film, ça se peut que le film fasse pas d'argent, mais tout le monde a été payé, tu sais, personne va... C'est pas la même chose. Puis le film disparaît pas non plus, tu sais. Comme dans 20 ans, il va probablement encore avoir une façon de voir Friendsgiving quelque part. Tandis que, tu sais, tel quel restaurant de boui-boui turc, whatever, à côté de Concordia, qui a fermé en 1978, tu sais, l'utilité de le descendre 40 ans plus tard est moindre, je crois. Mais, ceci dit, ce dude-là peut bien manger un char de merde. Puis au moins se fier à des exemples de personnes qui ont jamais donné de mauvais review et n'ont pas sortir des affaires de son cul ainsi. Écoute, qu'il aille le voir Friendsgiving s'il l'aime tant que ça. Ben c'est ça. Aussi il y a ça, tu sais, si tu désires faire ça, ben il y a des façons de le faire.
Ben oui, en tout cas, bref. On va commencer avec notre programme de la semaine. Bien sûr, on est dans Oui. la deuxième semaine de Noir Vendre. On a 2 films sous le signe du néo-noir. Écoute, je suis bien sous le signe cette semaine. 2 néo-noirs à discuter, mais avant ça, on va parler de trucs qu'on a écoutés cette semaine. Et moi, je vais débuter avec un truc qui a commencé il y a 2 semaines, qui est une suite de quelque chose qui a commencé l'année passée, qui est pas exactement, qui est pas une vue, qui est une télésérie. Qui est devenue la télésérie emblématique du service Disney+, qui s'appelle The Mandalorian, qui est la seule affaire de Star Wars que tout le monde s'est mis d'accord de mémoire récente à aimer ça et dire que c'était bon. Et je l'ai écouté justement dans le dernier mois. Je l'ai écouté comme en entier à peu près dans le dernier mois pour être comme à jour quand la nouvelle saison avait commencé. Alors j'ai écouté en octobre. Et c'est vraiment simple. Le Mandalorian, c'est les Mandalorians dans Star Wars, c'est un genre de religion, système de croyance des gens de Mandalore. Et puis ces gens-là, ils aiment c'est des grands guerriers. Et ça se prononce à travers comme leur création d'armes et leur armure. Et cette armure-là, le style de l'armure est bien sûr l'armure de Boba Fett. Qui est le chasseur de primes qu'on a vu pour la première fois dans Empire Strikes Back, qui est visuellement un autre Joe Johnston special, un autre création de design instantanément iconique, super prenante. Joe Johnston, qui est aussi un réalisateur, mais tu sais, qui pendant un bout était comme un gars de storyboard pour Steven Spielberg, qui mais tu sais, qui a designé, qui a réalisé, mais il a aussi designé le Rocketeer, il a designé l'Iron Giant, il a réalisé le premier Captain America. C'est un gars qui est vraiment dans l'esthétique pulp cool, et c'est lui qui est comme un des pères de Boba Fett. Et Boba Fett a toujours été un personnage super aimé des fans parce qu'il est cool, il est ci, il est ça. Et ça a comme son sens de faire comme, pourquoi pas un show mais de Boba Fett. Mais c'est pas Boba Fett, c'est un autre de sa race, guillemets, / religion, des affaires comme ça. Fait que ça a commencé l'an passé. Les gens sachent sans doute que ça a comme lancé la programmation un peu de Disney+. Et c'est devenu un très gros hit, pas juste à cause du Mandalorian, mais bien sûr à cause d'une petite sensation d'Internet qui est que tout le monde a appelé le bébé Yoda. Même si la série l'appelle l'enfant, qui est un bébé de la race de Yoda qui est extrêmement mignon. Et là, à chaque semaine, un épisode sort et ce qui est vraiment intéressant, moi ce que je trouve cool avec The Mandalorian, c'est premièrement, c'est quand j'ai vu pour la première fois des gifs de bébé Yoda, j'étais comme ah ok, c'est basé sur Lone Wolf and Cub, qui est un manga puis qui est aussi un film, tu sais. C'est un samouraï tough qui protège un bébé. Puis quand j'ai su que Mandalorian était ça, j'ai immédiatement été vraiment intéressé de l'écouter parce que juste l'idée de un gars cool, badass, dans l'armure la plus cool de Star Wars qui se promène, j'étais comme, ça avait l'air d'une affaire qui m'intéressait comme juste pas. Mais là, de savoir qu'il faut qu'il s'occupe d'un enfant, des affaires comme ça. Fait que, bref, là, j'ai écouté la deuxième saison a commencé récemment, il y a 2 épisodes de sortie, et c'est tout de même vraiment intéressant que le Mandalorian, c'est le contraire de beaucoup de télévision moderne, de ce qui s'appelle la télévision de prestige, tu sais, des Game of Thrones, tu sais, des shows des shows à gros déploiement qui ont des intrigues complexes dans un monde complexe, avec des histoires que, tu sais, détaillées, que le monde se fie sur toi pour que tu t'en rappelles de ce qui s'est passé il y a 3 saisons. C'est vraiment plus comme un show de mon enfance ou même de ton enfance aussi, tu sais, d'un genre de K2000 ou Hercule ou, tu sais, des affaires qui avaient comme très peu de continuité, puis à chaque semaine, ils rencontraient un nouveau problème ou un nouveau méchant. Ouais, ben des shows qui étaient faits pour le syndication, dans le fond. Le show qui était fait pour produire le plus d'épisodes possible, pour que ça puisse être acheté. Parce que c'est ça, aux États-Unis, quand t'as 100 épisodes, tu peux vendre, tu sais, comme, t'es constamment payé, genre, si le poste repasse tes épisodes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que
il faisait des affaires de même pour que comme ça, tu peux les plugger n'importe où, tu sais, parce qu'à l'époque, peut-être que certains se rappelleront, pour regarder quelque chose à la TV, il fallait que tu sois devant ta TV alors que ça passe. Fait que dans ce temps-là, je sais pas, il préconisait, mettons, qu'il y ait de la programmation en tout temps. C'est pour ça que je pense que ce style de TV-là a commencé à exister. Ouais, fait que, mettons, on assume qu'un show de cette époque-là, ça coûtait, mettons, 1,2, 1,3 millions par épisode. Mhm. Pour des saisons de 23 épisodes. Puis qui c'était des aventures un peu répétitives. Ben, The Mandalorian, ça coûte 100 millions pour une saison de 8 épisodes. Puis c'est ça la différence, c'est que c'est un show comme ça, mais avec le production value le plus gros possible, Mhm. tellement que c'est quasiment... C'est cool que ça existe, mais c'est quasiment niaiseux de domper 13 millions sur un épisode de K2000. Mais Ouais. c'est parce que K2000, là, il va dans l'espace. Il y a les meilleurs marionnettistes au monde pour animer le sidekick de K2000. Puis, quand il y a des figurants, qu'il y a 7 figurants qui se promènent en arrière, ben ils ont des prothèses parce que c'est des extraterrestres. Ouais. Puis c'est tourné dans le désert pour de vrai. Fait que The Mandalorian, c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est devenu vraiment populaire. C'est que c'est tout de même un show qui est très low. C'est comme ça te demande pas tant d'énergie cérébrale. Puis c'est aussi, tu sais, il y a des épisodes de 35 minutes, mais il y en a des épisodes de 48. Les intrigues prennent le temps qu'ils prennent. Mhm. Et ça suit, tu sais, justement, des structures de western, d'histoire de samouraï. Il y en a un qui est plus un heist avec une gang de crottés. C'est un show qui est vraiment le fun. Tu sais, question, le ton, on dirait que c'est comme dans le premier tiers du premier Star Wars, où ce que c'est du sable, de la technologie maganée, du monde crotté, des designs qui sont un peu poches, Ouais. mais... Parce que tu sais, quand tu te rappelles la cantine de Star Wars, là, tu sais, il y a une race extraterrestre que c'est juste le diable. Ouais. Bon, ben, il y a des créatures comme ça dans The Mandalorian. tu sais. Ouais. Mais, tu sais, là, par exemple, la prothèse de le diable est la plus belle prothèse de le diable que tu vas avoir vue dans ta vie. Mais c'est encore cette esthétique-là. Puis, c'est vraiment un exercice de maintenir et faire fleurir de la propriété intellectuelle. Mais en même temps, c'est comme quasiment le meilleur exercice de ça en même temps. Fait que, tu sais, ben, les compagnies ralentissent leur output en ce moment, mais, tu sais, plein de compagnies et de studios essayent justement de constamment nous pitcher leur propriété intellectuelle. Ben, si c'était aussi bien fignolé et exécuté que Mandalorian, tu sais, on s'en sacrerait un peu. On serait comme, ah, ok, au moins c'est slick, c'est vraiment bien fait. Puis tu sais, c'est réalisé, puis quasiment tous les épisodes sont écrits par Jon Favreau. Remarquablement. Ce qui n'est pas nécessairement un gage de qualité. Là, mais... Non, mais je pense que c'est un gage d'efficacité, par exemple. Ouais, sûrement. Je pense que c'est un gage d'efficacité de voici pourquoi que ça marche. Puis tu sais, il y a comme tu sais, le dernier épisode est réalisé par Peyton Reed. Rick Fukumiya a réalisé un épisode dans saison 1. Il y avait aussi Taika Waititi. Il y a tout de même comme un roster intéressant de réalisateurs et de réalisatrices. Il y avait Deborah Chow aussi dans la première saison. Puis en même temps, tu sais, là, il y a aussi l'aspect des affaires, le fun de Star Wars dedans. Comme moi, une affaire que je trouve cool, c'est que des fois, on voit des versions live action de des animaux que moi j'ai juste vu dans Star Wars Rebels avant. Fait que, mettons, fait que quand ça arrive, le show est pas comme check ça, man, c'est une référence à l'autre affaire que t'as vu. C'est juste comme hey, check cet animal weird là. Puis si tu le reconnais dans l'autre affaire, tant mieux. Tant mieux sinon. Ouais, le contraire de Ready Player One. Exactement, oui. Oh, Juste, hey, regarde, Pac-Man est en arrière. Salut, c'est moi, Pac-Man. Ben sérieux, Bon, d'accord. j'aimerais vraiment ça qu'il y ait Pac-Man dans Ready Player One et qu'il soit comme ça. Je pense que tu suggères quelque chose de meilleur. Pac-Man, il est dans Pixels, il est pas dans Ready Player One. Je me suis trompé de film de merde.
de film de qualité du Puis Moses. Q-Bert est aussi dans Pixels. On a-tu déjà parlé de ça? Ça parle de ça souvent dans les podcasts, là, mais le fait que Josh Gad a un enfant avec Q-Bert dans Pixels. Oh my god. Je pense qu'à un moment donné. Il fait le sexe avec Q-Bert et Q-Bert est enceinte et crée un enfant à moitié Josh Gad et à moitié Q-Bert. Oh Chris, regarde, moi j'ai montré qu'on fasse un épisode de film de jeux vidéo à un moment donné, puis je pense que ça peut être le feature principal vu qu'on on rassemble le jeu vidéo et le Sandman. C'est Ouais, comme ça se une peut. union des intérêts des voyeurs de vue. Fait que bref, c'est ça. Je vais pas secouer grand chose en vous disant que. Tu sais, Mandalorian c'est bon, c'est le fun. Là, un des attraits de la deuxième. Aussi une affaire comme si t'aimes justement le world building puis les affaires de nerd. Tu sais, moi j'aime ça, mais ça veut pas dire qu'une affaire est bon parce qu'il y a ça dedans. Mais je trouve ça intéressant comment qu'ils essayent de réunir des affaires des prequels, des affaires de des jeux vidéo, des affaires de des vieux livres, des affaires des séries animées puis de tous les films, toutes les assembler ensemble. C'est tout de même le fun, puis c'est tout de même c'est ça, c'est bien fait. Et je le recommande. Aussi, je dirais que tu sais, si tu as déjà vu des gifs de bébé Yoda, t'es comme ah, il est mignon. Mais quand tu le vois dans le contexte de l'émission, puis tu vois à travers ces petites scènes, il est mignon ce petit soda-là. Là. On y donnerait la terre entière. On y donnerait la terre entière. Ouais. Et là-dessus, je vais arrêter de parler de Mandalorian et je vais te laisser aller sur ton film de la semaine. Ouais, ben moi, fait que cette semaine, tu sais, j'ai eu de la misère à faire le challenge de regarder des films noirs, car c'est Cinémania et les RIDM. Mhm. En fait, Cinémania est commencé depuis une semaine, les RIDM commencent vendredi. Qu'est-ce que Cinémania? Cinémania, c'est un festival de films français à Montréal qui est né à l'époque où c'était difficile. Les films français sortaient à Montréal seulement en français. Et donc, il n'y avait pas de sous-titres. Donc, il y a quelqu'un qui a découvert qu'il y avait quand même un manque dans le marché. Tu sais, des anglophones qui voudraient peut-être aller voir des films français, mais vu qu'il y a déjà assez de marché pour le film français, il n'y avait pas de sous-titres. Fait que là, on s'entend que maintenant, en 2020, c'est un peu moins ça. Tu sais, des sous-titres, c'est un piton sur ton pitonneux, là, tu sais, c'est pas... Fait que c'est plus comme un festival de films français, puis souvent des films un peu... C'est des films qui vont avoir une distribution au Québec, tu sais, qui vont sûrement jouer au Beaubien ou au Latin éventuellement, puis qui sont, tu sais, pas nécessairement des films de festival à proprement parler. C'est pas quelque chose qui jouerait au FNC nécessairement, c'est plus un peu mainstream, je te dirais. Sans être, tu sais, les ch'tis puis Astérix puis ce genre de shit-là, là, mais tu sais, c'est des films comme Middlebrow, là, tu sais, des genres de films que les Américains ne font plus vraiment pour les salles, tu sais. Fait que des genres de films de Netflix. Puis que ça tu sais, c'est réducteur un peu pour la programmation de Cinémania, mais ceci dit, le film que j'ai regardé cette semaine, en fait je voulais pas parler de Cinémania ni de RDM parce que je vois énormément de films, c'est des petits films, tu sais, si les gens ont pas la chance de voir le film, surtout maintenant que, tu sais, tout est dans un... Comme Cinémania, mettons, à chaque jour, il y a 5 films qui sont mis à la disposition du public, puis t'as 48 heures pour le louer puis le regarder. À partir de cette date-là, puis après ça, c'est plus disponible. Fait que, tu sais, c'est un peu inutile de parler des films de Cinémania au podcast qui sort déjà une journée plus tard que quand j'en parle, puis qu'en plus je le tape le soir, fait que t'as perdu une journée. En tout cas, tu sais, ça fait que c'est pas super accessible pour ça. Mais ce matin, j'ai regardé un film que j'ai tellement trouvé mauvais que j'ai décidé que je voulais en parler au show. Mhm. Car... tu sais... le film s'appelle 2 mois. Fait que D-E-U-X-M-O-I. De Cédric Clapiche. Cédric Clapiche, je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, Yannick? oui, c'est celui qui nous a tous fait visiter l'auberge espagnole il y a bien des années, n'est-ce pas? C'est ça. Cédric Clapiche, qui est un gars qui fait des films sur les jeunes personnes, majoritairement, tu sais, Mhm. puis qui sont souvent des films... mais tu sais, comme Les Poupées Russes. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu de la merde, ce film-là. Mais c'est un film que le monde qui va pas au cinéma regarde ça puis ils décident d'aller faire du backpacking basé sur ce film-là. Tu sais? Oui, l'auberge espagnole, poupée russe, casse-tête chinois, mais surtout l'auberge espagnole, ça c'est une affaire que
Moi, je les avais pas écoutés dans le temps, mais je me souviens que c'était un succès bœuf avec un certain type de personnes. En fait, surtout des dames. Surtout des dames que je me rappelle d'avoir des kicks dessus ou dans le temps. Tout le monde avait. Ces dames-là avaient souvent un poster de l'auberge espagnole dans leur cuisine, dans leur appart. Mhm. Puis il y avait un amour sincère de cette affaire-là. Puis je me rappelle aussi quand ma copine et moi, on a commencé à sortir ensemble, c'était un film qu'elle aime beaucoup. Et à travers quand on a commencé à sortir ensemble, on faisait des échanges culturels. On se faisait écouter un film que l'un ou l'autre aimait beaucoup. Et moi, justement, j'ai vu l'auberge espagnole. Puis là, j'ai vu toute cette vibe-là de début 2000 de être en genre d'appart, tu sais, dans l'auberge espagnole, puis Ouais. de grandir, de se trouver, de quitter sa job, de tomber en amour avec une telle, puis... C'est extrêmement comme un film de chambre en ville français. Là. Ouais, Tu sais, absolument. c'est comme une saison de chambre en ville est foirée dans un film. Tu sais, moi, je trouve pas ça super bon, mais bon, Cédric Lapiche, c'est ça son vibe. Tu sais, il fait des... Comme, ce que je dirais, c'est que c'est comme des... C'est pas vraiment des comédies dramatiques. C'est comme des comédies romantiques, mais c'est pas nécessairement une histoire d'amour. Tu sais, mais ça l'a tout... C'est tout le temps comme, tu sais, éclairé, avec un peu le ton des comédies romantiques. Le dernier film qu'il a fait, que j'avais trouvé correct, ça s'appelait Ce qui nous lie. Puis c'était un film à propos de deux frères puis une sœur qui, leurs parents, ils ont un vignoble. Puis leur père meurt, fait qu'il faut qu'ils s'occuper du vignoble. Là. Fait que tu sais, c'est un peu comme un Elseworld Jay du Temple. Là. Mhm. Puis, Ouais. puis ça c'était correct, là. Mais en tout cas, avec là, j'étais comme, ok, tu sais. L'auberge espagnole, je l'ai un peu dans le cul. J'ai pas vraiment de sentiments positifs envers ce film-là, ni ses suites. Mais je me suis dit, bon, ça va être correct, 2 mois, whatever. Et c'est un film, encore là, une comédie romantique, mais où est-ce que les personnages ne se rencontrent pas. Un peu dans le genre de, tu sais, comme le début de You've Got Mail, mettons, ou ce que tu sais, avant qu'ils se rendent compte que, tu sais, c'est un peu dans ce style-là. Mhm. T'as 2 personnages. T'as le personnage de, juste un instant, de Rémi, qui est joué par François Civil, qui jouait aussi dans Ce qui nous lie. Qui est un gars qui travaille dans une genre d'entrepôt Amazon. Puis là, il perd sa job au début du film parce qu'il va être remplacé par un robot. Il devient opérateur au centre d'appel. Et donc, lui, il vit une vie très aliénante. Il n'a pas vraiment d'amis. Il vit dans un petit appart crasseux. Puis, il est pas... Il a de la misère à exprimer des émotions ou whatever. Il a pas vraiment jamais eu de blonde. T'sais. Quand il va voir sa famille, il parle pas. Et on sait pas trop pourquoi. On l'apprend à la fin. Mais en tout cas, il est très aliéné. Il a pas de compte Facebook. Là, maintenant, il se fait un compte Facebook. Puis, il chill avec un de ses amis du lycée. Puis là, il trouve ça inutile. T'sais, c'est un genre d'antipathique. Je sais pas, là. Tu sais, un dude comme... Tu sais, borderline, un dude qui peut-être pourrait faire des attentats. Tellement il se passe rien dans sa vie. Mais, tu sais, en tout cas. Puis là, il fait une crise de panique dans le métro, puis il commence à avoir un psy, qui est joué par François Berléand. Puis, alternativement, là, à travers tout ça, on a aussi sa voisine directement à côté, qui est jouée par Anna Girardot, qui s'appelle Mélanie. Puis elle est chercheuse scientifique, elle cherche des affaires, là, un remède contre le cancer. Puis elle habite directement à côté, mais dans un plus bel appart. Puis elle, son affaire, c'est qu'elle avait un chum jusqu'à il y a 1 an. Puis là, depuis ce temps-là, elle a pas retrouvé son mojo. Puis elle est triste. Elle aussi, elle va consulter une psy. Puis, tu sais, tout le film est en juxtaposition de ces 2 personnages-là, en disant un peu, là, tu sais, ceci est la société dans laquelle que l'on vit. Comme que c'est désolant. Avant, on ne pouvait aller à la discothèque, rencontrer des gens, et maintenant, nous devons swiper sur Bumble. T'sais, c'est ce genre de marde-là. Puis tu sais, c'est vrai que Lapiche, il a genre 60 ans. Fait que tu vois que c'est comme un peu genre, la jeunesse, qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse, tu sais, parce qu'il a fait ça quand il avait plus, pas tout à fait l'âge de... Mais tu sais, il était plus proche de l'âge des personnages d'un poupée russe. Mhm. Puis là, c'est des personnages style du même âge, mais lui, il a vieilli de 20 ans. Fait que c'est un peu comme condescendant, mon oncle, style Denis Arcand, là, tu sais. Puis c'est fait avec une sincérité qui me dégueule. Tu sais, comme la sincérité de dire, genre, nous sommes tous connectés, nous vivons si près, mais nous nous parlons pas, tu sais. C'est très Fait qu'il y a Evan souvent- Reitman, ça. C'est très Ouais, oui. Jason Reitman. Là. Jason Reitman, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup comme comme il y a en dessous de où est-ce qu'il habite, il y a genre une épicerie, là.
Puis là, ils se croisent tout le temps, tu sais. Fait que genre, elle sort, puis lui, il rentre. Puis là, il y a une interaction avec le boss, là. Puis là, tu sais, c'est tout le temps des affaires de comme, nous sommes si près l'un de l'autre, mais nous parlons pas. Qu'est-ce qui s'est passé à nous, l'humain? Tu sais, puis je veux dire, c'est des observations de base qui sont pas fausses. Tu sais, mais de là à baser un film entier sur ça, genre, c'est asti que ça me purge. Genre, c'est ça, c'est le genre de sincérité innocente de penser que tu dis quelque chose, tu sais, que t'es en train de vraiment, genre, oh, yo, j'ai compris, là, la génération. C'est la génération Tinder, c'est la génération Facebook. Tu sais, ils écoutent plus du rock'n'roll. Puis, tu sais, c'est comme un peu la style d'affaire de le clip de François Pérusse qui est sorti aujourd'hui, là. Je l'ai pas écouté, non? Ok, mais c'était un peu une affaire sur comme, avant il y avait ça, puis là, il y a plus ça. T'sais, avant, il y avait du rock progressif, mais là, ça existe plus. Puis là, Facebook, puis Tinder, tu sais, des affaires de chiolage, que c'est tellement comme... Hey, t'sais- ça, tu frappes les autres parce que c'est une affaire à laquelle je pense souvent. Puis comment que ça... Moi, j'ai peur de devenir un vieux de même, qui est comme les jeunes à cette heure, ça comprend plus. Puis quand c'est des œuvres comme ça qui m'ont comme conscientisé à ça, parce que je trouve ça dégueulasse. Tu sais, le genre de pensée qui est émis dans ces genres d'affaires-là, ça fait tout le temps penser comme les jeunes à cette heure sont ci puis sont ça, puis nous autres, dans le temps, au moins, on allait dans les discothèques puis on faisait ça. Mais regarde, tu penses pas que les jeunes à cette heure fourrent pas 1000 fois plus que les jeunes dans ton Ouais. temps? Est-ce qu'ils fourrent plus? Ils fourrent plus de monde, c'est clair. Ils sont plus down. Ils ont 22 ans puis ils font du choke play, là. Mais, ouais, mais tu sais, je pense que justement, une des parties de ça, c'est comme on a perdu l'innocence de la séduction. Tu sais, il y a un peu ça dans le film, parce que le film, tu sais, est très... un regard très négatif sur les apps de rencontre. Là. Moi, c'est une chose que j'ai jamais utilisée dans ma sainte vie, fait que tu sais, je peux pas vraiment dire si je partage l'avis du film. Mais, tu sais, je trouve juste que, tu sais, comme... C'est très Denis Arcand, comme, tu sais, genre, tout garoché, c'est les mots de la société moderne, le monde est digital. C'est beau, Serge Fiori, là, va te coucher, tabarnak, là, tu sais, genre, comme, toutes ces affaires-là, ça me pue au nez, c'est dégueulasse, puis la façon que tu sais, puis déjà là, genre, t'as le droit de penser de même. Parce que, tu sais, je pense pas, tu sais, je pense que, si je regarde ça, tu sais, directement, c'est sûr que, tu sais, on est plus connecté que jamais, mais il y a un manque de connexion. C'est sûr que si tu veux dire ça, tu peux le prouver, il y a des exemples de ça. Mais là, juxtaposer le monde qui habite, tu sais, souvent ils sont chacun sur leur balcon, puis ils regardent ils regardent le ciel, puis c'est comme, ils cherchent l'amour, ils sont si près l'un de l'autre, tout ça. Puis c'est tellement quétaine, puis c'est tellement cave, puis genre, c'est tellement présenté de façon self-satisfied, tu sais, vraiment imbu de lui-même, de comme, oh, moi j'ai découvert, tu sais. Je l'ai comme compris, moi, moi. Puis check. c'est ça. Puis ça me dégoûte. Puis là, je vais faire des spoilers. Fait que là, si jamais vous aviez l'intention de regarder 2 mois, je fais des spoilers. Toutes les affaires autour du personnage de Rémi, tu sais, c'est un peu... C'est comme des memes de Twitter, là, genre « Straight men really be living like this », tu sais, puis c'est genre sa TV est sur une brique, puis tu sais, il y a juste une chaise pliante, puis des ramen. Tu sais, c'est un peu ça. Puis là, il faut qu'on découvre, tu sais, il va en thérapie, puis il parle pas parce qu'il comprend pas, parce que les hommes, ils savent pas comment utiliser le thérapeute, et ainsi de suite. Puis là, à force que le film va, on apprend que, en fait, la raison pourquoi Rémi est disturbed à ce point-là, c'est que quand il avait 10 ans, sa petite sœur, qui avait 7 ans, est morte du cancer. Tu sais, ça, c'est élevé, là, on s'entend, là, tu sais. Puis, comme sa famille, ils ont jamais voulu en parler, tu sais, ils veulent pas aller au cimetière la voir, ils font semblant qu'elle existe pas, tout ça. Puis quand il dit ça à son psy, le psy fait « Mais pourquoi vous m'avez jamais dit ça? Oh putain! Oh la boulette! » Puis là, le psy devient genre full dépressif, puis il décide de prendre sa retraite anticipée. Genre de devancer sa retraite à cause que ça l'a trop chaviré, que son patient... C'est un doute de comme 60 ans, là, que son patient, là, probablement le 2782e patient qu'il a vu dans sa vie, ben il a vécu une affaire poche. Là, il est comme « Ah, je peux plus faire ça, c'est trop déprimant. » Là, il s'assit dans la chaise, tu sais, puis là, il s'imagine être le gars, puis là, il entend ça, puis il est comme... Oh. Tu sais, puis là, je suis comme... OK, ça, c'est genre... C'est tellement une vision complètement whack de la psychothérapie des deux bords, là, tu sais, de ce que tu recherches de la psychothérapie, puis qu'est-ce que c'est d'être thérapeute, là, genre. Là, j'étais comme, wow, ça, c'est insane. Puis là, l'autre affaire qui arrive à la fin, c'est que le gars qui travaille à l'épicerie
arrête pas de leur donner des pamphlets. Vous connaissez le compas. Le compas, c'est la danse, c'est la fluidité du corps. Il dit, mon beau-frère donne des cours de danse de compas. Tu sais, qui est une danse créole, là, genre. Fait que là, ils décident tous les deux, genre Rémi et Mélanie, d'aller là. Puis là, ils sont matchés ensemble par le prof. Fait que puis là, ils dansent, tu sais. Puis là, ils sont genre, là, ils se perdent dans la danse. Puis là, c'est si sulfureux, tu sais. Fait que là, c'est comme une affaire de step-up, là, de, tu sais, comme la danse, tu sais. On apprend à se comprendre à travers la danse. Et aussi, on s'est rencontrés en faisant une vraie activité de boomer, aller dans un cours de danse. Tu sais, c'est que je trouve ça... En tout cas, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, toutes ces choses-là... Là, je veux pas que les gens comprennent, là. Si vous... Écrivez-nous pas en disant « Moi, j'ai rencontré ma blonde dans un cours de danse. » Fuck you. Oui, c'est bon, ça. C'est fine. Tout est bon. C'est ça que je dis, tu sais. Les choses changent. Puis, jamais que ta thèse devrait être « C'était bien mieux avant. » Fait que faisons exactement comme... Ignorons le fait que ça a changé, tu sais. C'est pas juste de la nostalgie, c'est comme un genre de... Puis ça a toujours été ça. Tantôt, au début, je lis le vieux journal, tu sais. Puis dans le vieux journal, là, 1979, là, toute la musique, là, le critique de musique de la Gazette, il haït toute la musique, surtout le punk, là, mais tu sais, il haït tout, sauf qu'il adore quand c'est du rockabilly ou du 50s revival. Tu sais, la musique de quand lui était jeune. Mais tu sais, quelque chose comme, je sais pas, Robert Gordon, tu sais, un gars de 25 ans en 1979 qui fait du rockabilly plutôt qu'un doute de 47, là. Et il est comme ça, c'est frais, ça, c'est de la bonne musique pour danser, c'est pas prétentieux, on se fait pas casser les oreilles. Puis c'est un peu ça que j'ai, c'est ce sentiment-là que j'avais en regardant ce petit film qui m'a totalement purgé. La première chose que j'ai faite un matin, ça a comme tout... Ça a parti ma journée du mauvais pied, un peu, genre, je te dirais. Puis, tu sais... À la base, genre, c'est cute, là. Tu sais, il y a un chat vraiment cute dans le film qui s'appelle Nugget. Pis ça, je te dirais... C'est pas comme si l'Internet ne regorge pas de vidéos de chats cute. Je te dirais que Nugget, une des meilleures performances par un chat que j'ai vu au cinéma. Nugget, c'est le baby Yoda de ce ouais, film-là, c'est ça. C'est juste poche que ça soit dans ce style film-là qui est purgatif au max. Genre, c'est tellement insultant. Comme ça m'insulte que ce dude-là a fait genre un portrait de ma génération parce qu'ils sont supposés être trentenaires, donc avoir mon âge. Ish. Puis que c'est ça qui revient, tu sais, il est comme... Parce que, tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, ma blonde, je l'ai rencontrée dans la vraie vie, fait que, tu sais, genre, je peux pas dire, ben oui, mais Tinder, ça marche pour certains, whatever. Mais... Présenter, c'est toute la juxtaposition, en fait. Si c'était juste l'histoire d'un des deux, là, je pense que ça serait juste plate. T'sais, mais ça serait comme ceci dans l'époque dans laquelle... Fait que là, à un moment donné, il y a une scène où que Mélanie, elle va sur Tinder, puis là, elle rencontre un gars qui s'appelle Stevie. Puis là, Stevie arrive avec un six-pack, puis là, il saoule, puis il fourre, puis il fume un bat, puis là, elle vomit à terre. Fait que là, Stevie il appelle la meilleure amie de Mélanie. Puis là, il est comme, la fille, la gonzesse, là, elle vomit, en fait. Puis là, elle dit, je sais pas son nom, tu sais. Puis là, c'est comme un comedy of errors de comment, tu sais, ça fourre, puis ça saoule, mais ça sait même pas son nom. C'est comme, sans doute que ça a dû arriver en 1977 à la sortie du Limelight, là, les amis, là, Chris, là, va pas nous faire dire que c'est 2020 qui a inventé le monde qui fourre sans savoir leur nom. Tu sais, c'est ça, en tout cas, Chris d'affaires, ça m'a vraiment purgé. Regardez jamais 2 mois. Je pense qu'en anglais, c'est Somewhere, Someplace, le titre. Mais pour vrai, tout est meilleur que ça. Il y a plein de petits films de comédies romantiques de marde qui sortent sur Netflix à chaque semaine. Là. Operation Christmas Drop, puis Holiday. C'est sûr que ça va être mieux. Je les ai pas vus, là. Je vous dis, c'est sûr. Ça va être poche, ça va être quétaine, ça va être cucu, mais ça va pas vous insulter en même temps d'être en train de regarder le film, tu sais. Fait que j'imagine qu'à la base, ce que c'est, tu sais, 2 mois, c'est un film pour le monde qui va au beau bien, c'est pour les têtes blanches qui se désolent, tu sais. Qui font, tu sais, nous autres, dans notre temps, on allait dans une petite danse, il y avait un orchestre à l'église. On allait ta chanson. Ouais, c'est ça, fuck you, asti, on allait... Là, le 2 Pierrot est mort, là, fait que là, regarde, on peut dire ça maintenant, là, fuck la boîte à chansons, fuck ton affaire de... Tout ça, c'est de la merde. Il arrive ce qui arrive. Arrêtez de glorifier les affaires qui sont arrivées quand il y avait juste ça à faire. Tu sais, c'est comme... je sais pas, là.
Puis je sais que, tu sais, dans 30 ans, il va y avoir un genre de 2 mois que ça va être comme on s'est rencontrés sur Tinder, c'était la pandémie, c'était COVID. Tu sais, puis là, à cette heure, esti, que c'est tout le temps la pandémie, ils vont dans des hosties de pods, de vaccins pour se foutre. Whatever, on s'en calisse. 2 mois, c'est de la merde. Ça m'insulte. Ne le regardez pas. Allez regarder n'importe quoi d'autre. C'est ça. C'est tout. Plus 2 mois, 2 thumbs down. Plus comme 2 mardes. Voilà. Voilà. J'aime ça, un bon rant de Alex exaspéré à propos d'un film où son propos. Ça faisait un bout que c'était pas arrivé. Ça faisait un bout que c'était Non, pas effectivement, arrivé. ça fait un bout. C'est quand on choisit les films, puis il y a moins de films qui me sont imposés, Mhm. ça arrive moins souvent. Là, on va y aller. Les gens m'ont peut-être entendu saper, mais je suis en train de me boire un bon petit drink, un bon petit vodka canneberge. Car c'est l'huile de la podcasting. Et on va passer à nos films de la semaine, à notre noir-vendre, nos sélections noir-vendre Oui. de la semaine. Cette semaine, Alex, on a choisi des films noirs qui ont été Oui. faits dans les années 70. Alors, peux-tu m'expliquer, vu que c'est toi qui programme les films pour Noir-Vendre, peux-tu m'expliquer ton choix de film noir de cette période-là pour commencer? Ouais, ben en fait qu'on a regardé The American Friend de Wim Wenders et on a regardé Chinatown de Polanski. Puis en pensant à ça, là, après ça, je me suis rendu compte aussi, il y a plusieurs choses que les films ont en commun, c'est-à-dire les deux sont des réalisateurs européens qui attaquent un style de film à connotation très américaine. Mhm. Et les deux, l'acteur principal est dans Easy Rider. Fait que j'avais pas pensé à ça avant, quand j'ai choisi ces films-là. Mais, donc là, on est vraiment dans les années 70. Le noir, c'est codifié, ça existe. T'sais, les gens, on a parlé la semaine passée que, tu sais, quand les films noirs sortaient, le monde appelait pas ça des films noirs. Mais tandis que rendu dans les années 70, le monde appelait ça comme ça, tu sais. Puis, Polanski et Wenders, même s'ils sont européens, ils font partie un peu de la génération des film brats, là, tu sais, de Scorsese puis Coppola. Puis la première génération qui a appris à aimer le cinéma en allant au cinéma. La première génération de réalisateurs, tu sais. Tandis que, tu sais, je sais pas, ben, on va parler de John Huston tantôt parce que John Huston est dans Casablanca, mais tu sais, John Huston, le cinéma, quand il était petit, lui, ça existait pas vraiment. Fait que, tu sais, il n'y a pas de notion du cinéma, il invente ça. Tu sais, à la base. Fait que ça devient automatiquement référentiel, ça devient automatiquement comme un peu post-moderne. Dans le sens que on veut observer quelque chose qui existe, puis l'attaquer avec le recul, mettons, du temps. Mhm. Fait que... c'est postmoderne, mettons, c'est un film dans lequel tu pourrais entendre c'est comme dans les films. Ouais. Pour dire le plus... le plus... Je me souviens d'avoir... j'ai étudié en cinéma, je le dis tout le temps, mais je me souviens d'avoir moffé une question sur le postmodernisme, essayer d'expliquer c'était quoi le modernisme puis le postmodernisme, parce que genre, je me suis perdu dans ma propre explication, puis j'ai eu 0 sur 5 sur cette, cette réponse. Ça m'a fait chier parce que je saisissais le concept, mais j'étais incapable de l'expliquer. Donc c'est ça. Fait que c'est des films qui sont mettons dans American Friend, mais dans les deux, de par leur casting, font directement référence à des films d'il y a 30 ans. Qui font référence, et aussi qui déjouent les codes un peu de nos attentes, même si narrativement, ça fait un peu ce qu'on s'attend d'un film noir, visuellement, mettons, ou au niveau du ton. C'est pas vraiment comme on le pense, c'est plus... En fait, c'est aussi deux films qui sont quand même assez fucking différents aussi. Je me suis rendu compte en les regardant aussi proches l'un de l'autre, là. Tu sais, même si ce sont deux films qui sont essentiellement des histoires de films noirs, tout est pas pareil dans le film. Tu sais, comme... American Friend, c'est très sale, c'est très gritty, c'est très marmonné, tu sais. Tandis que Chinatown, c'est super classiciste. Tu sais, c'est des beaux paysages, c'est très... Je dirais que Chinatown, c'est comme
c'est un noir classique avec, mettons, le budget et la technologie de cinéma de cette époque-là. Tu sais, comme plus de scènes extérieures, puis tu sais, la caméra peut bouger avec des personnages à l'occasion, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais, Fait on peut commencer par American Friend, j'imagine? oui, on va commencer. Dans l'ordre qu'on les a regardés. Oui, on va commencer avec American Friend, qui est justement un film de Wim Wenders, qui est un film du Ripleyverse, qui était le talented Mr. Ripley est dans ce film-là, mais il est joué par Dennis Hopper, et il est plus comme talented Mr. Ripley comme une origine du personnage. Et là, on le voit plus loin dans sa carrière, qui est d'être une crapule amorale qui est difficile à comprendre, mais qui est cool pareil. Et c'est essentiellement un... Tom Ripley, il est impliqué dans des magouilles d'or, de vendre de l'or de façon... il vend des vraies fausses copies de peinture. Un twist emprunté à une vieille histoire de Doctor Who écrite par Douglas Adams, qui je pense quasiment dans la même année ou peut-être même avant. T'as peu. C'est basé sur le livre de Patricia Highsmith. Fait que ça devait être, je pense que c'est les années 50, le livre. Ok, il est Parce que le livre a été adapté avec Alain Delon comme en 1960 avant. Ok. Le livre datait quand même de quelques années. Bref, c'est ça. Tom Ripley vend des vraies fausses copies de peinture, et il rencontre un gars, un encadreur qui remarque la fausseté possible de ces peintures-là, mais il s'implique pas. Le gars remarque que c'est peut-être une peinture fausse, mais il dit pas comme « Hey, c'est faux ça, tout le monde, arrêtez les enchères ». Et Tom Ripley se lie d'amitié avec lui. En fait, c'est qu'il est un petit peu graine avec. Il refuse d'y serrer la main parce qu'il croit pas en le genre de personne qu'il est. Fait qu'il dit juste « Je sais qui t'es », tu sais, quand il offre sa main. Puis ça, Tom Ripley aime pas ça. Il aime pas ça. Il trouve pas ça nice. À cause de ça, il l'implique dans une magouille. L'encadreur qui s'appelle Jonathan, qui lui a une mauvaise santé, qui pourrait qui a une maladie nébuleuse sanguine qu'on sait pas exactement c'est quoi, et il réussit à le faire embarquer dans des magouilles criminelles par l'entremise de gens riches qui lui promettent des soins pour sa maladie, et lui, Jonathan, se voit comme forcé de participer dans ces magouilles-là afin de pouvoir laisser de l'argent à sa famille lorsqu'il va mourir. Puis là, ça l'implique dans commettre un meurtre, et après ça, c'est commettre d'autres meurtres. Puis là, Tom Ripley devient comme un peu fasciné par lui, puis il veut comme devenir ami avec lui, puis lui, il est comme... Il trouve ça weird, mais en même temps, il accepte son amitié. Et... Fait que là, Jonathan est déchiré un peu entre cette nouvelle personne-là dans sa vie, le désir de vouloir sauver de l'argent pour sa famille. Il commence à lentement comme se séparer de sa femme. Pas nécessairement se séparer, mais tu sais, il y a des problèmes parce qu'il veut pas raconter ce qui se passe. Il devient distant, puis il devient un criminel tout de même pas pire efficace pour ce qui semble être ses premières fois. Fait que là, comme tous les bons personnages de film noir, il est pogné entre l'arbre et l'écorce, et il va essayer de s'en sortir. Le tout sur un fond allemand / autrichien, ma foi, vraiment glauque. Et va dire, quasiment même le ciel est couleur ocre dans ce film-là. C'est des tons de terre longtemps, ce que j'aime beaucoup. C'est terre et automnal en tabarnak, ce film-là. Et c'est pas mal ça qui se passe dans ce film. Puis tu suis ces personnages-là justement jusqu'au bout funeste de leurs actions. Voilà. Oui, c'est... Donc, c'est ça, J'ai pas lu le livre ni vu les autres adaptations de Ripley's Game, là, du roman. Ben, j'ai vu... parce que c'est une série, tu sais, il y en a plusieurs, fait que... Ok. Là, je vais réitérer, je vais juste corriger ce que j'ai dit tantôt.
Le livre date de 74, il date pas des années 50. Donc, le Plein Soleil ou whatever, celui-là avec Alain Delon, c'est pas basé sur le même livre. Mais, tu sais, fait que ça se passe à Hambourg, pis ça, c'est pendant quand l'Allemagne était séparée en deux et que, genre, c'était glauque et c'était de la merde. Et ça, je trouve que c'est la première bonne la bonne cue de ce film-là, là, je pense. Hein. Ça se passe tout le temps dans des rues où il y a personne. Il y a jamais personne nulle part. C'est tout déprimant. Leurs apparts sont déprimants. C'est tout sale. Puis genre, ils ont des petits chars qui puent. Tout est mauvais. Là, mais tu sais, c'est sûr qu'il se promène. Il va à Paris. Il va à Munich, me semble, à un moment donné. Mais, tu sais, juste de par son setting, puis la direction photo là, de Robbie Mueller. Robbie Mueller qui est je pense que le directeur photo que Wim Wenders a utilisé le plus souvent dans sa carrière. Puis après ça, il a travaillé aussi avec Jim Jarmusch. Et c'est très très évocateur. Il y a beaucoup de couleurs, mais des couleurs ternes, sales. Comme beaucoup de néons, mais des néons sales. Tout est sale, tout a l'air mouillé, tout est des bas mouillés. C'est un film de bas mouillés. Ça, c'est l'autre genre de film trempe que j'aime, là. Pas juste suant. J'aime. Chinatown, c'est plus suant. Oui. Puis American Friends, c'est plus des bas mouillés. Moi, j'avais vu une fois. Puis je dois dire là, que Wim Wenders, surtout à cette époque-là, c'est pas vraiment une œuvre que j'ai explorée beaucoup. Fait que ça, c'est son plus vieux film que j'ai vu. C'est comme son 6e ou 7e film. Puis c'est le plus vieux que j'ai vu dans ses films. Mais j'ai toujours aimé ce film-là. Puis c'est un film qui reste avec un... Ça a une empreinte particulière. Là. Je me souvenais pas tant de ce qui se passait dedans, mais je me souvenais de la sensation de le regarder. Puis j'ai retrouvé cette sensation dès la première seconde de... c'est pas le fun. C'est ça, moi aussi, c'est la sensation que j'ai vécue de ce film-là, c'est que, mettons dans Détour la semaine passée, qu'on a vu, c'est assez saisi dans son genre puis sa stylisation que les personnes misérables t'es acceptes puis ça fait partie du style puis tu trouves ça cool. Tandis que The American Friend est comme une personne misérable comme à cause des situations dans un film noir. C'est pas cool et le fun. Il se sent misérable, il est dans son appart de merde et là il ment à sa femme et c'est pas le fun. Et il se sent mal, il est tout seul dans son workshop de sa shop et ça va pas bien. Essentiellement, moi j'ai trouvé, c'est ça que ça disait, c'est comme être dans un film noir, c'est pas le fun. Puis dans la vraie vie, ça ne serait pas le fun. Et c'est ça l'empreinte de ce film-là sur moi. Mais tu sais, puis ça, je pense qu'il y a un peu quelque chose de voulu là, dans ce que Wenders fait là. Parce que, tu sais, il y a déjà eu, tu sais, comme il y a eu The Long Goodbye, puis il y a eu Chinatown avant, tu sais, il y a eu comme déjà un renouveau. Puis lui, il est comme, attends un peu, là, c'est un peu glamorous, vos affaires, là. En réalité, le monde qui font ça, tu sais, le monde qui se font donner de l'argent pour tuer quelqu'un anonymement dans un train, ils sont dans la merde, là. Ils font pas ça parce que c'est glorieux, tu sais. Puis il y a cette notion-là, tu sais, dans le film, tu sais, on n'est pas trop sûr pourquoi Jonathan décide tout le temps de, tu sais, il dit jamais, genre, non, ça n'a pas d'allure, tu sais. Parce que tout le setup, c'est que il y a des rumeurs qui courent qu'il est plus malade que qu'est-ce que son docteur il a dit, puis lui, il croit ça. Faut-tu que tu sois stressé à propos de mourir d'une maladie du sang pour croire qu'est-ce que du monde dans un bar t'a dit sur ta propre maladie? Plus que qu'est-ce que le docteur t'a dit, tu sais. Il y a comme une notion super fataliste de comment lui embarque là-dedans.